OK, donc parlons maintenant de partage de fichiers par pair. Donc, vraiment, le partage de fichiers, c'est l'application la plus populaire là, pour le par pair pour pour très longtemps. Bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'on pourrait dire que c'est les chaînes de blocs qui sont l'application par pair la plus populaire. Mais quand même, ça vaut la peine d'étudier les partages de fichiers. Donc, à un certain point, vous pouvez voir ici que ça, c'est en 2004, 55 à 70% là, du trafic sur Internet, c'est du par pair. Donc, ça, c'est différentes régions. Puis, le, le- le partage de fichiers, les barres en vert foncé. Ça, c'est les autres applications par pair. Et le reste ici, là, donc le web, c'est en rouge ici et autres. Donc, vraiment, le trafic dominant, c'est non seulement c'est le pair à pair, mais plus spécifiquement, c'est le pair à pair pour le file sharing, pour le partage de fichiers. Bon, la, la situation change beaucoup là, après une décennie. Donc, en 2015, déjà, le pair à pair ou le partage de fichiers par à pair est déjà mort. OK? Donc, on voit ici que, bon, oui, BitTorrent reste quand même numéro un en upload. Là. Donc, les gens, le trafic pour le upload, c'est quand même le pair à pair qui domine. Mais si on regarde downstream ou même la somme des deux, ce qu'on remarque, c'est que à ce moment-là, ce sont les applications de streaming comme YouTube, comme Netflix qui dominent. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement le trafic downstream, donc de download, euh, c'est le trafic qui domine, donc il y a beaucoup plus de gens qui utilisent leur Internet à la maison, par exemple, pour télécharger que pour donc uploader. Et en plus de ça, si on combine les deux ensemble, si on regarde juste dans le download, c'est Netflix puis YouTube qui domine le trafic. Ok, donc rapidement, qu'est-ce que ça veut dire faire du partage de fichiers par pair? C'est quoi l'idée? C'est tout simplement que donc offrir son disque, son espace de stockage et les fichiers dans son disque disponibles aux autres. Okay? Donc, chaque utilisateur rend ses fichiers disponibles. Les fichiers vont être recherchables, vont être indexés d'une façon ou une autre. Là, il va y avoir un index local dans la machine, puis il peut aussi avoir un index global qui est créé pour assister à la recherche. On va voir comment ça fonctionne selon le système spécifique. Et les autres utilisateurs peuvent se connecter au même réseau, retrouver ces fichiers-là et envoyer une requête donc, pour télécharger le fichier directement de l'autre machine. Donc ça, c'est vraiment important que c'est un download direct, là, un transfert direct entre deux utilisateurs sans avoir d'intermédiaire nécessaire là, de serveur ou peu importe. Donc le réseau par lui-même, c'est un réseau où les pairs, donc les différents utilisateurs vont se connecter pour faire ce qu'on appelle un réseau superposé. Donc c'est quoi un réseau superposé? C'est l'idée que chaque client va maintenir un certain nombre de connexions avec d'autres machines dans le système. Okay? Puis plus précisément, on va parler de réseaux non structurés, c'est-à-dire que les pairs peuvent se maintenir des connexions avec n'importe qui d'autre dans le système. Il va y avoir bon, c'est sûr qu'il va y avoir des protocoles, des choses comme ça qui va diriger là, qui se connecte, mais théoriquement parlant, il n'y a pas de limitation. Tu es capable de potentiellement te connecter avec n'importe qui dans le système. Et pourquoi on dit que c'est un réseau superposé? C'est le fait que ces connexions-là, ça représente comme des liens virtuels, des liens de plus haut niveau qui ne correspondent pas nécessairement là, aux liens physiques, c'est-à-dire à la topologie physique du réseau lui-même. Donc les connexions vraiment là, physiques au niveau là, des câbles, des switches, des routers, des routeurs. Okay? Donc ça veut dire que sur le réseau superposé, c'est possible qu'il y ait des paires qui sont des paires très éloignées, là, qui sont situées à différents endroits dans le monde, sont considérés comme des voisins dans le réseau superposé parce qu'ils maintiennent une connexion directe ensemble. Okay? Donc c'est ça l'idée, c'est que le réseau superposé ne correspond pas nécessairement là, à la réalité physique.
OK. Et donc, les pairs communiquent pour établir des liens et peuvent se partager des liens et tout ça pour maintenir des nouvelles connexions ou pour, donc, potentiellement, là, faire des relais pour partager de l'information. OK? Donc, les réseaux pair à pair, c'est la base pour des applications de partage de fichiers comme Nutella, comme BitTorrent, tout ça. Et c'est aussi la fondation pour les systèmes comme Bitcoin, les systèmes de blockchain. OK, donc comme j'ai dit, le partage de fichiers a été populaire pour quand même un bon bout de temps, là, relativement parlant dans le monde technologique. Là, donc ici on parle de 6 ans. Mais après ça, ça n'a pas duré. Donc il y a des problèmes légaux, évidemment, problèmes de copyright. Donc toutes les associations de copyright, là, de associations de musique, films, etc., etc. Donc ont fait leur possible là, pour donc essentiellement détruire ces systèmes-là là, pour pas permettre le partage de fichiers. Donc ils ont fait tout leur possible là, pour que ces systèmes ne durent pas. Deuxièmement, mais surtout c'est des raisons technologiques aussi là, qu'ils ont fait que les systèmes par rapport n'ont pas duré, de partage de fichiers. Donc infrastructures cloud qui ont pris le dessus. Et qu'est-ce que ces infrastructures cloud ont permis? C'est le streaming. Okay? Donc tout simplement, oh, pourquoi est-ce que si on a, c'est-à-dire que si on a une infrastructure cloud qui permet de streamer n'importe quel fichier, n'importe quelle vidéo, n'importe quelle musique, à ce moment-là, ça réduit beaucoup la motivation des gens à télécharger des fichiers puis les garder enregistrés sur notre machine. Parce que là, pour faire ça, ça prend beaucoup d'espace disque dur pour garder ces fichiers, les MP3, puis les vidéos, les MP4, peu importe, là, sur nos disques. Là. Alors que avec le streaming, j'ai pas besoin d'enregistrer ces fichiers-là, donc c'est beaucoup plus pratique, okay, à utiliser. Et donc, à cause de ces raisons-là, le streaming a pris le dessus. C'était juste une solution plus facile à utiliser pour les utilisateurs. Et même si on a besoin de payer pour ces services-là, bon, certains sont gratuits comme YouTube, mais comme Spotify, il y a la version premium, tout ça. Donc, les gens ont, ou Netflix, il faut payer, donc ont trouvé que ça vaut la peine de payer là, pour avoir un service de plus haute qualité. Parce qu'on a aussi dit que le parapara, c'est pas tout à fait fiable. Là. Quand on télécharge d'un autre client, c'est possible que ce qu'on télécharge, c'est corrompu, il y a des erreurs, ou que on télécharge à moitié, puis l'autre utilisateur déconnecte, des choses comme ça. Donc c'est pas fiable. Donc le cloud, c'est vraiment une meilleure alternative. Et l'autre chose, c'est les utilisateurs mobiles. Okay? Donc le streaming, ça fonctionne bien même sur nos téléphones, tout ça. Alors que faire du par rapport avec des téléphones, c'est difficile à imaginer quand les téléphones ont peut-être pas une connexion très stable, le signal peut être perdu, tout ça. Là. Donc par rapport, ça fonctionne pas bien dans ce cas-là. Mais malgré ce fait-là, il y a quand même deux nouvelles tendances qui essaient de raviver là, le concept là, de partage de fichiers par rapport. Donc, la première tendance, c'est les blockchains, évidemment. Donc, maintenant que les systèmes de chaînes de blocs publics, comme Bitcoin, qui fonctionnent sur des réseaux à part à pair, deviennent de plus en plus populaires, ben, ça ravive un peu la communauté par rapport. Et il y a des systèmes de partage de fichiers qui fonctionnent, euh, qui sont complémentaires au système de chaîne de blocs pour fournir comme des fichiers qui sont attachés, bon, on va voir ça plus tard, attachés à des données dans la blockchain. Okay? Donc on va peut-être voir ça plus tard, mais par exemple, il y a un système qui s'appelle IPFS, qui est un système de partage de fichiers par à pair, attaché au réseau Ethereum. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que les services de streaming sont rendus tellement populaires qu'ils se cannibalisent en une certaine sorte. Donc, par exemple, Netflix a très longtemps été dominant, mais maintenant, il y a beaucoup là, de compétiteurs de streaming à Netflix. Et comment ces compétiteurs, donc par exemple comme Amazon Prime, Disney+, des choses comme ça, comment ces compétiteurs fonctionnent souvent, ben, ils vont se cannibaliser, vont s'attaquer et essentiellement acheter des droits exclusifs aux différentes séries, ok, puis les retirer de ses compétiteurs. Donc, ironiquement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que
chaque service de streaming individuellement devient de moins en moins bon, okay, offre un catalogue de plus en plus limité et donc devient de moins en moins rentable ou moins en moins désirable pour les utilisateurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au lieu que les utilisateurs décident, ben, ok, tu sais, je, je me désabonne à Netflix puis je passe à son compétiteur parce que il y a plus de séries qui m'intéressent. Ce qui se passe, c'est qu'aucun des services ne satisfait complètement les utilisateurs. Parce que souvent, ce que les gens aiment, c'est une série sur Amazon, une série sur Netflix, etc. Mais ça ne nous tente pas de s'abonner à tous ces services-là, ça coûterait trop cher. Donc les gens reviennent à la méthode traditionnelle qui est la méthode des années 2000, qui est de faire du BitTorrent, puis de pirater en quelque sorte, là, mais malheureusement, là, mais de télécharger les séries qu'on n'est pas capable de voir parce que Netflix a perdu les droits exclusifs ou peu importe. Donc, ce mouvement, donc l'esprit compétitif là, de cannibalisation là, dans les services de streaming a comme, au lieu de a perdu du marché qui maintenant s'est reconverti dans le par rapport, dans le partage de fichiers par rapport, en quelque sorte. Okay? Donc ça, c'est un autre phénomène intéressant là, à considérer, là, que peut-être que le par rapport fait un comeback. Ok, donc maintenant, plus au niveau technique, quels sont les types de réseaux par rapport qu'on va discuter? Donc, premièrement, les réseaux non... pardon. Euh, Durant ce cours, on va parler seulement des réseaux non structurés, mais il existe aussi des réseaux structurés que j'ai mis en bonus. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par réseau non structuré? C'est-à-dire que la topologie du réseau n'a pas une structure spécifique. Okay? Ça veut dire que chacun des utilisateurs peut potentiellement se connecter à n'importe qui. C'est sûr qu'il y a des règles ou des protocoles qui déterminent ou qui recommandent donc à l'utilisateur quelle connexion établir, mais réellement, il n'y a pas de structure maintenant. Il n'y a pas d'intelligence globale qui va essayer de forcer une certaine structure, une certaine topologie au système. Okay? C'est ça vraiment la différence avec les réseaux structurés. Donc, on va parler première génération de réseaux non structurés. On a Napster qui a une composante centralisée là, très importante, donc on va voir ça. Et le par rapport pur qui est Gnutella, Freenet, on n'aura pas le temps de parler de ça malheureusement. Et deuxième génération non structurée, là on a les systèmes hybrides comme Skype, BitTorrent et Spotify. Et donc, ça c'est ce que nous on va étudier en classe, mais je vais vous expliquer un petit peu sur les réseaux structurés. Donc dans les réseaux structurés, l'idée c'est qu'il y a vraiment une topologie qui est fixe et on veut que les machines s'insèrent dans cette topologie-là. Donc il y a vraiment des protocoles très spécifiques pour ajouter ou retirer des machines dans le système pour que la topologie est respectée. Donc l'exemple le plus connu, ce sont les tables de hachage distribuées qui réalisent ce qu'on appelle une topologie en cercle, okay, où les machines ont comme une adresse virtuelle qui sont arrangées dans un cercle et on maintient des connexions avec nos voisins dans ce cercle d'adresses. Okay? Donc ça, c'est les réseaux structurés et comme je dis en bas, vous allez voir ça. Et bon, ici j'ai mis à part les réseaux blockchain, okay, comme Bitcoin et Ethereum. Ça, c'est des systèmes qui fonctionnent comme des réseaux purs pair à pair. Donc on pourrait appeler ça un peu comme la troisième génération là, de réseaux non structurés qui s'inspirent beaucoup là, des concepts là, de réseaux pair à pair purs comme Gnutella. Il y a une autre catégorie de systèmes blockchain qu'on appelle des systèmes fermés ou avec permission, comme Hyperledger Fabric ou Facebook Libra. Donc ça, c'est pas vraiment des systèmes par à pair, okay? Parce qu'il n'y a pas de... C'est pas des systèmes qui sont complètement décentralisés. C'est des systèmes qui sont fermés et accessibles seulement pour un ensemble d'utilisateurs qui est prédéfini. C'est quand même des systèmes qui sont considérés comme du blockchain parce qu'ils réalisent beaucoup de fonctionnalités similaires au système comme Bitcoin et Ethereum avec le registre de transactions puis les contrats intelligents. Mais on ne peut pas réellement dire que ce sont des systèmes par rapport dans le sens pur du terme.
Ok, donc c'est tout pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo, on va parler de quelques applications opérateurs non structurées.